tous, bienvenue dans Vox Pop, l'émission qui fait débattre les Européens. Au sommaire cette semaine, comment éviter les pénuries de médicaments? Traitements contre le cancer, corticoïdes, antibiotiques, la liste des molécules aujourd'hui difficile à trouver s'allonge et fait courir de graves risques aux patients. Nous enquêterons en France et en Roumanie, où ces carences sont souvent exacerbées par les stratégies commerciales des laboratoires pharmaceutiques. Puis, notre second débat. Sur le continent, certains pays ont du mal à assumer leur histoire, voire même la réécrivent. À Varsovie, nous irons à la rencontre de Dariusz Tola. Il est devenu la bête noire du pouvoir depuis qu'il a dénoncé l'antisémitisme d'élus polonais. Voilà, c'est dans Vox Pop, c'est cette semaine, et c'est parti! En 10 ans, le nombre de médicaments ayant connu des ruptures de stock a été multiplié par 20, passant de 44 en 2008 à 871 en 2018. Une situation qui fait parfois courir aux patients des risques mortels. C'est une enquête d'Agnès Nabat. Amiens, nord-ouest de la France. La femme de Christian Bauchet, Lynn, est atteinte de Parkinson depuis 6 ans. Le bien-être de leur couple dépend d'un médicament, le Sinemet, qui réduit les tremblements. Mais en septembre 2018, il disparaît des rayons de nombreuses pharmacies. J'ai tout fait pour que ça ne soit pas trop pesant pour elle, mais il est évident que dans son état, elle commence à voir les choses de façon un peu noire, hein, c'est clair. Comme Parkinson, si vous voulez, touche le cerveau, que la moindre contrariété, souvent, ça amène des désagréments dans le confort de vie, dans la façon de réfléchir, dans la façon de se comporter. C'est vrai que là, c'était compliqué. D'autant que son épouse ne supporte pas le générique du Sinemet. Confronté à cette pénurie, Christian se démène pour trouver des solutions. Mes enfants et mes petits-enfants ont été mis à contribution. Ils ont été écumés pratiquement toutes les pharmacies de la région pour voir ceux qui avaient encore du stock. Et c'est ce qui a fait qu'on s'en est relativement bien tiré. Cette situation tendue et pénible a duré 7 mois. Anticancéreux, vaccins, antibiotiques, les pénuries touchent aujourd'hui tous les types de traitements. Depuis 3 ans, elles se sont aggravées partout en Europe. En France, en 10 ans, le nombre de médicaments en rupture a été multiplié par 20. En Espagne, par 60. En Allemagne, 250 médicaments manquent régulièrement dans les officines. Quelles sont les causes de ces pénuries récurrentes? Comment les États membres peuvent-ils faire face aux ruptures d'approvisionnement? En France, la pénurie du Sinemet a mis en lumière une tendance inquiétante de l'industrie pharmaceutique. En 2018, l'usine américaine qui fabriquait ce médicament pour le laboratoire MSD a fermé. Or, elle était la seule à approvisionner le marché français. Cette concentration des sites de production est un problème récurrent, selon l'association de patients France Asso Santé. Une seule usine de production approvisionne l'Europe, voire le monde. Donc, dès qu'on a un incident dans cette usine, de facto, on a derrière des conséquences assez terribles. En l'occurrence, on a le vaccin contre l'hépatite B qui a été absent des pharmacies pendant près de 3 ans, et c'était dû à une problématique de production, une chaîne unique, une usine unique, localisée en Belgique, qui approvisionnait toute l'Europe. Un problème aggravé par la délocalisation de la production des matières premières. Aujourd'hui, 80% des substances actives des médicaments sont en effet produites hors de l'Union européenne. Dans les pays du sud-est asiatique en particulier, ou en Inde, eh bien, la main-d'œuvre est moins chère et donc les firmes font fabriquer le plus possible ces produits quand c'est facile finalement. Quand la technologie est banale, eh bien, elles externalisent, elles délocalisent, souvent dans les pays du sud-est asiatique, mais pas seulement. AstraZeneca en est l'exemple type. Cette firme britannico-suédoise a décidé à la fin des années 2000 d'externaliser l'ensemble de ses activités de fabrication à Shanghai, en Chine. Mais cette logique de rentabilité n'est, selon ce représentant des laboratoires, pas la première cause de pénurie. La principale cause est liée à, on va dire, une augmentation d'une demande mondiale qui est croissante parce que beaucoup de pays accèdent à des traitements dans le monde, et des grands pays comme la Chine, le Brésil ou l'Inde, et une capacité de production qui parfois s'avère insuffisante pour répondre à cette demande.
Parmi les exemples que les industriels se plaisent à citer, certaines campagnes de vaccination massive, notamment celle de 2010 en Chine contre la rougeole, qui concernait 100 millions d'enfants. Logiquement, les entreprises s'adaptent et elles construisent des usines. Sauf que des usines de médicaments, ce n'est pas quelque chose de facile à mettre en place. Ça prend parfois plusieurs années pour homologuer une usine, notamment lorsqu'il s'agit de médicaments biologiques, comme des vaccins. Et donc, c'est parfois compliqué d'ajuster notre production, la production du médicament ou du vaccin, à la demande qui ne fait que croître. Mais pour certains, les ruptures d'approvisionnement ont une cause bien plus cynique que des impératifs industriels. Elles découlent de stratégies mercantiles. C'est ce que dénonce Yves Daudigny. Ce sénateur a observé que les médicaments les plus touchés par les pénuries sont ceux qui ne sont plus protégés par un brevet. Il existe aujourd'hui des médicaments anciens, peu chers, qui sont souvent présentés sous forme d'injection, donc difficiles à fabriquer, et ces médicaments sont vendus à des prix bas. Les laboratoires n'y trouvent plus leur intérêt et quelquefois interrompent la fabrication de ce médicament, provoquant donc une pénurie. Or, ces médicaments anciens demeurent indispensables, essentiels même pour des soins importants, par exemple dans le cancer ou dans d'autres maladies. C'est le cas du vaccin contre le pneumocoque permettant de lutter contre certaines méningites et dont les laboratoires Sanofi Pasteur et MSD ont arrêté la commercialisation début 2017. Un choix stratégique condamné par la Haute Autorité de Santé en France, mais dont se défendent une fois encore les représentants des laboratoires. Ils s'affirment étouffés par les prix trop bas des médicaments. Lorsque vous avez un médicament qui est parfois vendu à un prix très faible, il est parfois, sachez-le, vendu à un prix qui est inférieur à ce qu'on appelle le coût de revient industriel. Donc en gros, il coûte plus cher à produire que son prix de vente sur le territoire français. Donc lorsqu'il est question de tension sur des chaînes de production, qu'il est donc question d'un investissement supplémentaire pour augmenter la production pour un pays comme la France, on ne peut pas supporter en même temps des baisses de prix parce que là, le modèle économique ne tient plus. Les firmes pharmaceutiques sont parmi les firmes, parmi les industries qui font le plus de profit. Elles atteignent aujourd'hui plus de 70 milliards d'euros. Sanofi en France est le deuxième plus gros distributeur de dividendes, si on accepte le langage, juste derrière Total et très loin devant BNP Paribas. Donc la question qui serait de dire c'est pas assez rentable et ça nous met en péril, notre survie financière, notre équilibre financier est en péril, on pourrait l'entendre. Là, c'est pas le cas. On est dans des firmes qui cherchent à faire le plus de profit possible. Si les pays de l'Ouest sont touchés par de fortes pénuries depuis 2017, en Europe de l'Est, ce problème existe depuis beaucoup plus longtemps, notamment en raison de l'activité de certains distributeurs de médicaments. Timișoara en Roumanie. Dans cet hôpital, depuis 2012, les pénuries de médicaments sont légion, en particulier dans le service d'oncologie. Ce sont des médicaments que l'on utilise pour les enfants atteints d'une forme grave de leucémie. Ils sont absolument indispensables pour empêcher l'avancée de la maladie dans le système nerveux. Et encore, ce n'est que 3 exemples sur les 10 médicaments qui nous manquent aujourd'hui. Face à une situation qui s'aggrave dramatiquement depuis 2 ans, Smaranda Arghirescu est parfois obligée de modifier le protocole de traitement de ses patients. On est obligé de décaler le traitement de 2 ou 3 jours, de manière à pouvoir traiter plusieurs enfants en même temps lorsqu'on ouvre un flacon. La conséquence, c'est que si on ne respecte pas le protocole du traitement, si on n'administre pas le traitement le jour exact et avec le bon dosage, le patient a moins de chances de survie. Ce n'est pas normal de ne pas avoir de médicaments. En Roumanie, comme dans la plupart des pays de l'Est, un phénomène particulier aggrave la pénurie de médicaments, les exportations parallèles. Dans la chaîne d'approvisionnement classique, les fabricants vendent les médicaments à des grossistes nationaux qui sont chargés de les répartir entre les pharmacies et les hôpitaux du pays. Mais certains, au lieu de les distribuer sur le territoire roumain, préfèrent les vendre à d'autres pays européens, comme à l'Allemagne, à la Suède ou aux Pays-Bas. Ce qui ne va pas sans poser problème. Vlad Micic est à la tête de l'Observatoire roumain de la santé.
Une étude de son ONG a montré que ces exportations parallèles étaient en partie responsables de la raréfaction de certains médicaments contre le cancer. Nous avons les prix les plus bas de l'Union européenne. Vous avez des grossistes qui achètent des médicaments aux compagnies pharmaceutiques. Ils devraient ensuite les vendre aux hôpitaux roumains. Mais ils ne le font pas. Ils revendent ces médicaments en Allemagne, en Suède ou aux Pays-Bas, où le prix est 3, 4, 5 fois plus haut que le prix en Roumanie. Et ils font des profits importants grâce à ces différences de prix. L'exportation parallèle de médicaments atteindrait en Roumanie 20% de la valeur du marché pharmaceutique. Mais pour autant, les exportateurs réfutent toute implication dans les pénuries et soulignent au contraire l'effet vertueux de leurs pratiques. Tout cela est complètement régulé. La libre circulation des marchandises est un droit inscrit dans le traité de l'Union européenne. Notre activité crée de la concurrence sur les prix, ce qui signifie que lorsque l'on exporte un produit, par exemple en Bulgarie ou en Allemagne, le prix auquel nous allons mettre le produit sur le marché est plus bas que celui de l'industriel, ce qui fait baisser les prix. Le problème, c'est que ce phénomène légal a des effets secondaires très néfastes pour des patients dans certains pays. Donc même si c'est légal, c'est immoral. En Europe, ce marché parallèle pèse 5 à 6 milliards d'euros. Dès 2016, la Roumanie a essayé d'endiguer ses exportations, en vain. 2 ans plus tard, les pénuries sont toujours aussi nombreuses. La Slovaquie, la Pologne et la Belgique ont elles aussi tenté de limiter le commerce intra-européen de médicaments, sans beaucoup plus de succès. Alors, pour lutter contre ces pénuries, d'autres pays comme la France ont décidé de faire directement pression sur les laboratoires. C'est ce qu'a déclaré mi-septembre à Paris la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Nous avons annoncé la semaine dernière plus de régulation et plus de sanctions pour les industriels qui ne joueraient pas le jeu. Nous leur avons demandé d'abord de faire des stocks de 2 à 4 mois selon l'importance du médicament pour le marché français en cas de pénurie avérée au niveau mondial. Actuellement, des sanctions sont déjà prévues pour les laboratoires qui n'informent pas assez en amont les autorités en cas de pénurie. Mais elles restent insuffisantes, selon Yves Daudini. L'année dernière, un laboratoire a été sanctionné d'une amende de 350 000 euros. Son chiffre d'affaires, c'est 4 milliards d'euros. Donc on imagine que l'impact n'est pas très important. Donc la loi que nous allons voter va prévoir que les sanctions pouvant toucher les laboratoires s'ils ne remplissent pas leurs obligations pourront atteindre des sommes beaucoup plus élevées. Cas unique en Europe, l'Hexagone étudie aussi la possibilité d'inciter les laboratoires pharmaceutiques à relocaliser leur production en France et dans l'Union d'ici 2022. L'Agence européenne du médicament a lancé fin 2016 un groupe de travail pour améliorer la prévention et la gestion de ces pénuries. Mais à ce jour, aucune étude concrète n'a été publiée à l'échelle du continent, ni aucune mesure promulguée pour harmoniser le prix des médicaments et tenter ainsi de casser la concurrence entre pays. Et maintenant, notre second débat. Faut-il craindre que certains pays réécrivent leur histoire ? Crimes de guerre, génocide. En Hongrie et en Pologne, par exemple, les gouvernements nationalistes en place tentent de contrôler l'histoire officielle pour minimiser leurs responsabilités dans les pages sombres de leur histoire. C'est la controverse de Franck Berthaud. « 50 ans. C'est le temps qu'il aura fallu pour qu'un président de la République reconnaisse le rôle de la France dans la déportation des Juifs. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Sur le continent, l'histoire est parfois difficile à assumer. De plus en plus d'Européens s'évertuent même à la contester, voire à la réécrire. Alors,
l'Europe renie-t-elle son passé? Peut-on encore faire dire ce qu'on veut à l'histoire? Hélas, oui, s'indignent les descendants de victimes de crimes de guerre ou de génocide. Des inconscients font aujourd'hui des lois pour bannir la vérité. En Pologne, depuis 2018, il est possible d'être poursuivi en justice si l'on ose dire que le pays a collaboré avec les nazis. C'est l'histoire à l'envers. Ne faites pas de généralité, se défendent les États. Des lois, on en fait aussi pour punir ceux qui désavouent l'histoire. En France, en Belgique ou en Allemagne par exemple, nier la Shoah est un délit. En 2017, cet octogénaire négationniste a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir réfuté l'existence des chambres à gaz. Et puis, on légifère aussi pour se repentir des actes odieux de nos ancêtres, ajoutent les États. Depuis 2007 en Espagne, des lois mémorielles réprouvent le passé franquiste du pays et veillent à en effacer les traces. Le gouvernement va faire tous les efforts pour que la mémoire des victimes soit respectée et que les droits des personnes qui ont souffert puissent être exercés. Parlons-en de vos lois mémorielles, s'offusquent les victimes de ces crimes. 12 ans après, elles ne sont toujours pas appliquées. En Espagne, 26 des 50 provinces du pays rendent toujours hommage aux dictateurs avec des noms de rues ou encore des statues. Par ailleurs, votre devoir de mémoire, c'est quand ça vous arrange, ironisent les victimes. Le Royaume-Uni, par exemple, n'a toujours pas reconnu le génocide arménien de 1915. Pourquoi? Pour ne pas endommager ses relations économiques avec la Turquie, auteur du massacre. Quel cynisme! Le devoir de mémoire n'est jamais chose acquise. Il oblige à rester sur ses gardes. Car, comme le disait le philosophe Joseph de Maistre, l'histoire est une conspiration permanente contre la vérité. À Varsovie, nous avons rencontré Dariusz Tola, le directeur du musée d'histoire des Juifs polonais. Cet historien s'est opposé à une loi mémorielle sur le rôle de la Pologne au cours du génocide juif. Bonjour Dariusz Tola. Hello, how are you? Vous étiez opposé à une loi qui a été promulguée l'an dernier à propos de l'Holocauste. Quel est le problème pour vous, les historiens? Le problème est que si vous étiez accusé d'avoir dit que la nation ou l'État polonais avaient contribué d'une certaine manière au crime nazi, vous pouviez aller en prison pendant 3 ans. Le gouvernement disait que c'était pour défendre la Pologne contre de fausses accusations. Et c'est vrai, il y a des personnes qui, par exemple, utilisent le terme « camp de la mort polonais ». Mais quand vous traduisez en polonais, cela signifie un camp créé par les Polonais, ce qui est un non-sens. C'est un non-sens? C'est un non-sens. Ce n'est pas la réalité. Aucun Polonais n'a construit ces camps, ni même ne les gérait. Les Polonais étaient uniquement des prisonniers. Et c'est après des mois de controverses internationales que le gouvernement a décidé de changer la loi. Les parties les plus controversées ont été retirées. Le plus controversé était d'emprisonner les gens. Oui, pour une déclaration. Désormais, vous pouvez avoir des poursuites civiles. Mais cette loi, elle concerne tout le monde ou juste les Polonais? Tout le monde. Mais la chose la plus importante et la plus dangereuse est l'effet dissuasif. Les gens réfléchiront à 2 fois avant de dire ou d'écrire quelque chose. Ils se censureront. Oui, ils se censureront en amont, ce qui est très dangereux pour le progrès du savoir. C'est très mauvais pour le débat. Pourquoi pensez-vous que le gouvernement polonais veut cacher la réalité historique? Je ne suis pas sûr que le gouvernement veut la cacher. Mais parfois, il n'aime pas la façon dont les historiens la présentent. Il veut que notre histoire soit glorieuse, afin que tout le monde soit fier. Ces dernières années, il y a de plus en plus d'organisations qui se font entendre. Des gens qui disent « ça suffit, assez de cette pédagogie de la honte ». Je réponds que certes, il y a de nombreuses raisons d'être fier de notre passé, mais cela ne justifie pas d'oblitérer les pages noires. Alors justement, pourquoi est-ce que c'est si important de transmettre cette histoire? On a été posé la question à des jeunes gens, des jeunes Français, des jeunes lycéens qui étaient au camp de Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau fut le plus important des camps d'extermination nazis.
Plus d'1 million de personnes y ont trouvé la mort. Bonjour. Nora, enchantée. Bonjour, César. Bonjour. Bonjour. Donc là, vous venez de faire la visite de Birkenau. Oui. Vous avez fait Auschwitz aussi ce matin. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce que vous avez vu? L'ambiance qui était assez pesante. Bien évidemment, les crématoires et les douches. Puis la violence aussi, c'était vraiment réduit à rien, quoi. Enfin, l'homme n'était plus l'homme, et enfin, c'est réduit à poussière, c'est rien. Ouais. Ils ne le considéraient pas du tout, c'était impressionnant. Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont dans le négationnisme, c'est-à-dire qui remettent en cause la véracité du génocide de la Seconde Guerre mondiale? Qui viennent voir ici, voilà, qui viennent voir. Ouais. Ouais, qui viennent voir pour se rendre compte eux-mêmes de toutes les preuves, de tout ce qui s'est passé. Les faits, il y a les preuves, quoi. C'est ça. Il y a les preuves quand on voit les Polonaises après qui arrivent à 60 kilos et qui font plus que 30 kilos à la fin. Enfin, ça se voit, c'est sûr que ça existait. Merci en tout cas. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Dariusz Tola, pourquoi est-ce si important d'avoir tous ces écoliers ici en Pologne, à Auschwitz ou dans votre musée? Je crois que nous devons nous rappeler des horreurs de la Seconde Guerre et en particulier de l'Holocauste pour avoir à l'esprit cette menace. Si c'est arrivé dans le passé, ça peut arriver dans le futur. C'est quelque chose que nous devons éviter. Vous pensez que l'histoire peut recommencer? Pas à l'identique. Peut-être pas avec les chambres à gaz. Peut-être avec d'autres instruments. Mais la haine fait partie de l'histoire humaine. Dès lors, afin de ne pas répéter l'histoire, il faut la connaître. La bonne chose à faire, et c'est quelque chose que l'on doit aux victimes de ce grand désastre, c'est de se rappeler. Les victimes méritent que l'on parle avec fidélité de ce qu'il s'est passé. C'est un cas polonais, cette volonté de réécrire l'histoire, ou ça pourrait être le cas également à l'étranger? Je ne sais pas, peut-être en Hongrie? On le voit dans de nombreux pays. Où ça? Partout. Il y a quelques années, je me rappelle avoir exprimé ma solidarité envers des collègues français. À l'époque, ils protestaient contre un projet de loi du Parlement qui leur spécifiait ce qu'ils ne devaient pas dire concernant l'histoire de la France, sur le colonialisme en particulier. Il y a beaucoup de pays où il y a un contrôle autoritaire, comme en Russie ou en Turquie, où vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu un génocide contre les Arméniens. Lorsque vous effacez la frontière entre l'histoire en tant que savoir académique et la mémoire en tant que mythologie nationale, c'est dangereux. Alors vous allez le voir, d'autres pays d'Europe sont loin d'avoir apaisé leur histoire collective. Direction l'Italie et la France avec nos correspondants. Un siècle après la constitution des premières ligues fascistes, le culte de Benito Mussolini se porte bien en Italie. En mars dernier, l'organisation extrémiste Casa Pound a réuni plusieurs centaines de militants au cimetière monumental de Milan pour célébrer le Duce. Autour de sa tombe, dans son village natal de Predapio, les boutiques de souvenirs étalent en son honneur statues, t-shirts, briquets et pins. Et même les hommes politiques ne rechignent pas à lui rendre hommage. Silvio Berlusconi, en 2013, déclarait que le dictateur avait fait de bonnes choses. Antonio Tajani, l'ancien président du Parlement européen, a fait des déclarations similaires et Matteo Salvini n'a pas hésité à le citer et même à le mimer lors de ses meetings. Autant de comportements qui pourraient tomber sous les coups des lois Scelba de 1952 ou Mancino de 1993. Ces textes interdisent toute propagande et apologie fasciste visant à ressusciter le défunt parti. La mémoire française sur bien des épisodes demeure à vif. Emmanuel Macron en a fait l'amère expérience en 2018. Lors du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, il a voulu rendre hommage aux maréchaux qui ont permis de remporter la victoire, et Philippe Pétain en faisait partie. Il est certes auréolé du titre de vainqueur de la bataille de Verdun, mais est tombé dans l'infamie pour avoir acté la collaboration avec l'Allemagne nazie en 1940. Face au tollé, Emmanuel Macron s'était alors défendu en disant qu'on pouvait avoir été un grand soldat pendant la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes pendant la Deuxième.
Finalement, devant l'ampleur des critiques venues notamment de la gauche et des historiens, il a renoncé à honorer officiellement la mémoire du maréchal. Précédemment, lors de sa campagne électorale en 2017, l'actuel chef de l'État avait cette fois-ci froissé la droite et les associations de rapatriés de la guerre d'Algérie en qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité. Alors, nous venons de voir le fascisme en Italie, la colonisation en France. Pourquoi l'histoire crée ce genre de débat hystérique ? Le passé est devenu depuis quelques années beaucoup plus important qu'il ne l'était il y a par exemple 20 ans. Je pense que c'est parce qu'il y a une érosion du futur en quelque sorte. Nous n'avons plus de grandes idéologies qui promettent le paradis. Parce que le communisme est mort, aujourd'hui ce n'est plus que le capitalisme. Mais la vision libérale d'un marché qui résoudrait tous les problèmes est morte également. Dès lors, les politiciens ont du mal à trouver quelque chose qui mobilisera autour d'eux les électeurs. Or, le passé est ouvert aux abus. Vous pouvez y prendre ce que vous voulez et l'interpréter, surtout sur Internet. Il y a des fake news presque tous les jours, et beaucoup sur le passé. Mais je sais quelle réponse il faut y apporter. Prêter plus d'attention au travail des historiens. Car nous avons développé des instruments pour distinguer le vrai du faux. Mais prenons un exemple. En Espagne, malgré une loi qui a été promulguée en 2007 et qui a reconnu les crimes de Franco et obligé les autorités à retirer les hommages aux dictateurs, il y a encore 26 territoires qui lui rendent hommage dans leurs rues. Pensez-vous que c'est le rôle des États de légiférer sur l'histoire ? En Pologne, nous avons aussi une loi contre le négationnisme. Au début, j'étais pour, mais je ne le suis plus vraiment aujourd'hui. Pourquoi ? Quelques années après, je me suis rendu compte que ça ouvrait la porte aux politiciens pour dicter aux historiens ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Bien sûr, il y a beaucoup d'arguments logiques qui vont à l'encontre du négationnisme. Mais quand même, cela encourage les politiciens à intervenir dans l'histoire. Et pour vous, c'est une mauvaise façon de faire ? C'est inutile de les verrouiller. Je ne crois pas aux moyens contraignants, mais plutôt aux méthodes douces, telles que l'éducation. Cela demande juste plus d'efforts et de temps. C'est plus difficile, mais c'est mieux. D'éduquer les gens. Oui. Merci. En 2018, près de 2,2 millions de visiteurs se sont rendus au camp d'extermination de Auschwitz-Birkenau. Un record qui peut peut-être nous rassurer sur les connaissances historiques des citoyens. Voilà, je vous laisse méditer car Vox Pop c'est terminé pour aujourd'hui, mais bien entendu, vous pouvez voir et revoir cette émission en replay sur arte.tv. Et n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Tchuss!